Bien, bien. On y va, tu crois? Ben, elle nous dit rien, j'attends que... Ah, ça y est, il y a quelque chose qui arrive, non? Ah, voilà. Ah, il n'y a encore personne. Bon. De toute façon, là, on ne nous voit pas, hein. Les gens ne nous voient pas, ils ne voient que ce qui apparaît sur le grand écran. Mais ils nous entendent. Mais ils nous entendent. Bienvenue si vous Venez, arrivez. venez, venez, c'est super intéressant. Alors, vous êtes tous les gens qui veulent changer le monde. Venez. Vous n'allez pas... Ah, il y en a deux. Faut pas rater ça. Ok, on va y aller. Allez, je nous dévoile. Et je réorganise la fenêtre. Voilà, c'est super. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir sur cette avant-dernière émission du Forum de l'enfance libre. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Cécile Priou, qui est fondatrice et directrice de MANA, la Maison des apprentissages naturels. Alors, Cécile, tu as eu plusieurs expériences différentes, hein, professeure des écoles, animatrice scientifique, directrice de séjour de vacances, agent de service hospitalier, surveillante en collège, chargée de mission au sein de l'association de Planète Science Île-de-France. Ça fait une grosse expérience très variée, et tes deux expériences au sein de l'éducation nationale et à la maison des enfants à la cartoucherie du Bois de Vincennes ont été déterminantes pour discerner ce que pouvait être une nouvelle école. Et ainsi, tu as créé MANA, qui a ouvert en septembre 2016. Et c'est là-dessus que nous allons commencer nos questions. Donc, Jean-Guillaume Bélier et moi-même. Bonjour. Voilà. Alors, tu as créé une autre école, MANA. Qu'est-ce qui t'anime? Eh ben, en fait, c'est vraiment ce parcours un peu particulier, notamment au départ en 2005-2006 au sein de l'Éducation nationale, où en fait j'ai été instite et j'ai découvert la pédagogie Freinet très rapidement. Et grâce aux écrits en fait de Paul Le Boëc et de Bernard Collot, rapidement en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait voir complètement en fait l'approche éducative de manière différente. Et puis aussi j'avais fait une licence sciences de l'éducation dans mes études et cette licence m'avait déjà en fait ouvert l'esprit et je m'étais rendu compte qu'en fait on était, je dirais, à l'âge préhistorique de l'éducation. En fait, tout était à faire. Parce que si on remonte, il y a des écrits, de Rousseau notamment, mais les réflexions autour de l'éducation, c'est pas si vieux que ça en fait. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit, quand j'ai vu que la pédagogie Freinet, j'ai vu ces ouvertures, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, à chercher en fait. Il y a vraiment cette dynamique de recherche qui était là en permanence. En fait. Oui, d'accord. Et alors, donc, parce que tu as quitté l'éducation nationale, donc qu'est-ce qui t'a déçu dans l'éducation nationale? Alors en fait, après, au sein de l'éducation nationale, en fait, je me suis rendu compte que il y avait les conditions, on va dire le fait d'avoir une même classe d'âge, le fait d'avoir de nombreux élèves. J'étais dans une classe de CE1 où il y avait 32 élèves. Le fait aussi que les parents ont une place, on va dire, finalement minime
n'est pas, on peut avoir l'envie de créer ce lien-là, mais c'est complexe, je trouve, au sein d'une école publique. Et puis aussi, on va dire la demande de l'institution en termes de rendu, en termes d'inspection. Enfin, on peut imaginer en fait tout ce que demande l'institution. Et toutes ces contraintes-là, c'était une vraie réflexion. En fait, quand on cherche dans le nouveau, et en plus on se cherche en tant que nouveau enseignant, et on cherche à créer voilà, une nouvelle pédagogie, ou en tout cas de s'inspirer des nouvelles pédagogies. Dans ces conditions-là, j'ai trouvé que c'était extrêmement ardu. Et d'ailleurs, vraiment, je connais des enseignants qui œuvrent au quotidien au sein de l'éducation nationale, et vraiment, moi, je reconnais vraiment leur travail. Je sais que c'est pas évident. C'est pas évident d'œuvrer et d'essayer de faire différent au sein du public, de mon point de vue. Et donc ceux qui le font, voilà, je les remercie parce que c'est vraiment courageux quoi, au sein d'une institution. Donc tes frustrations dans l'éducation nationale t'ont conduite à la quitter. Tu m'entends bien, ça va? Ah oui, alors en fait, je suis arrivée à Oui, je t'entends bien. Du coup, en fait, au vu de toutes ces contraintes-là, je suis arrivée à un endroit de dire, mais il me faudrait 10 à 15 ans, en fait, pour mener à bien, en fait, ma classe et avoir un fonctionnement qui me convient. Et à ce moment-là, je sentais que j'avais pas la disponibilité pour attendre aussi longtemps, en fait. Donc du coup, j'ai démissionné à l'époque. À l'époque, en 2006, c'était encore assez original. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Mais à l'époque, démissionner était un peu un acte fondateur. Et à partir de là, fondateur, je dirais. Et là, j'avais pas forcément une idée précise de ce que je voulais faire. Mais ce qui m'a dire comment rentrer en relation, c'est quoi la juste distance, et donc je demande de savoir avec soi-même et avec l'autre. Donc voilà, je me suis ouverte à différents types de métiers, à différentes recherches, sans trop savoir encore exactement ce que je voulais faire. Et puis voilà, après tout mon parcours, comme tu l'as énoncé, Anne, la vie en fait m'a rattrapée dans l'éducation en allant à la maison des enfants. Et en fait, ça a été une expérience extrêmement riche parce que là, je suis rentrée dans un milieu en fait où ça ressemble. On peut s'arrêter juste 3 secondes, quelques instants, parce que tout le monde ne connaît pas la maison des enfants de la cartoucherie de Vincennes. Parce que la cartoucherie de Vincennes, c'est un lieu qui a une histoire. Ceux qui connaissent auront entendu parler d'Ariane Mouchkine et du Théâtre du Soleil. Mais Vincennes, c'est un haut lieu de l'histoire alternative ou française. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quelle est cette maison des enfants, qu'est-ce qui s'y passe, comment c'est organisé? Alors, donc la maison des enfants se situe au sein de la cartoucherie du bois de Vincennes, qui était, il me semble, une ancienne base militaire, qui a été repris par notamment les théâtres, dont le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine. Et donc, il y a vraiment une activité forte culturelle, en fait, à la Maison des Enfants. Et à l'époque, quand ces théâtres se sont montés, ils ont fait des crèches dans les roulottes, en fait, pour en fait les acteurs, etc. Et finalement, les roulottes, c'était trop petit. Et à l'époque, il y avait la maison du gardien. Donc, ils ont réhabilité la maison du gardien en crèche pour ces mêmes enfants. Et donc, il s'est monté un projet, la maison des enfants, qui avait été porté, il me semble, par Colette Joly, et les textes avaient été relus par Françoise Dolto. Et donc, ça a été un peu une sorte de lieu un peu fondateur de l'éducation, on va dire, et de cette mouvance de recherche autour de l'enfant, en fait. Et en fait, ce lieu a eu, on va dire, de nombreuses années avec des fluctuations. Je crois qu'ils ont réussi à ouvrir une école, puis après ils ont fermé l'école. Enfin, il y a eu plein de
plein d'étapes en fait au sein de cette école. Et en fait, j'y suis allée en 2008 pendant 6 mois. Et donc c'était ma première expérience en fait dans une école alternative. Et du coup, le fonctionnement était radicalement différent finalement par rapport à l'école classique de l'institution. Et là, en fait, j'ai découvert des gens qui cherchaient en fait à offrir en fait un accompagnement pour les enfants. Et du coup, ça remettait, je dirais, tout en question, c'est-à-dire quelle est la place du parent, quelle est la place du professionnel, comment on se situe les uns par rapport aux autres. Et donc, je me suis retrouvée un peu dans des questionnements nouveaux que j'avais pas vécu à l'école publique. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai décidé de partir, en fait, parce que j'aspirais toujours pareil sur la relation, mais l'école, enfin, en tout cas, ne m'appelait pas encore, en fait. Donc, j'ai fait d'autres expériences. Et puis, en 2011, j'ai été encore rattrapée à la maison des enfants. Et là, en fait, il y avait une forme de maturité qui naissait pour moi. Et je me sentais davantage mûre pour accompagner, en fait, ce projet, pour avancer pour la construction de cette école. Et en fait, j'y suis restée pendant 1 an et demi. Et il s'est passé vraiment des choses vraiment chouettes sur le terrain. Enfin, on a eu... Oups. Ah, attends, on t'entend plus. Tu nous entends Jean-Guillaume, tu m'entends? Moi, je t'entends, mais elle a une elle coupure. nous a... alors, excusez-nous tous ceux qui nous entendent. Donc, on a un petit problème technique. Je pense que Cécile va nous rejoindre parce que là, elle a quitté manifestement notre Facebook Live. Ben, elle va devoir se reconnecter. Elle va se reconnecter. Voilà. C'est les joies, les aléas du direct. Les aléas du direct du dimanche soir, peut-être. Oui, on est revenu un peu au temps de l'ORTF où il y a des coupures. On est novateur, oui. Et du coup, on doit meubler et on ne sait pas tu quoi dois dire. meubler, peut-être que tu peux parler, puisque tu étais parti un peu sur le théâtre du soleil et de ce lieu fantastique qui était la cartoucherie. J'attendais qu'elle raconte parce que c'est un lieu particulier. Oui. Et elle nous expliquait ce qui s'est passé. Mais oui, parce qu'on ne peut pas quand même spoiler ce que Cécile va nous dire sur Mana. Donc, le temps qu'elle se reconnecte, attends, je vais l'envoyer peut-être vite. Bon, je pense qu'elle est en train d'essayer de se reconnecter, ça j'en suis certaine. On va voir ce qu'elle va vous nous raconter aussi, c'est que l'école qu'elle a créée se rapproche beaucoup d'une école du 3e type. Alors, pour ceux qui prennent en route et qui n'ont pas suivi les épisodes du mois qui vient de s'écouler, une école du 3e type, c'est le nom qu'a donné Bernard Collot. Bernard Collot qu'on a reçu ici, qui était instituteur, aujourd'hui il est retraité, dans une petite école d'un village dans le centre de la France, dans le Poitou. Il avait mis au point une classe une classe multi-âge dans laquelle, au bout de quelques années, il n'y avait plus du tout de notes, de programmes, de cours, de sanctions. Et on observait que les enfants arrivaient à apprendre librement, naturellement. Et c'est ça que Bernard Collot a théorisé dans ses livres. Et elle en a parlé tout à l'heure parce qu'il a été une source d'inspiration pour beaucoup d'enseignants. Un peu comme Freinet a été une source d'inspiration pour Bernard Collot et pour énormément d'instituteurs. Bernard Collot a inspiré aujourd'hui beaucoup de monde parce qu'il a théorisé cette école dans laquelle on revient à l'idée que l'enfant apprend naturellement. Qu'en fait, il y a simplement à lui donner un cadre, un lieu de vie agréable dans lequel il va être libre d'apprendre. Alors, je suis désolé si vous avez déjà tout ça en connaissance, je raconte ça pour ceux qui ne connaissent pas. En attendant que la connexion revienne, on voit que Anne est en train de lui parler. Et j'avoue que sur la connexion, on est un peu... On n'a pas la main dessus, puisque ce n'est pas nous qui gérons ces aspects-là. On passe par les flux collectifs. Voilà. En tout cas, l'école de la Mana qu'elle a créée est une école privée hors contrat qui s'inspire très certainement d'une école du 3e type. Et c'est ce qu'on attendait, on espère qu'elle va nous expliquer. Alors Anne, où est-ce qu'on en est ? Alors, voilà, elle est en train de se reconnecter. Donc, elle va arriver d'un moment à l'autre.
Et pour terminer sur Bernard Collot, vous pouvez tout retrouver sur son blog. Et sur la cartoucherie de Vincennes, c'est vraiment un lieu. Alors, j'ai pas tout en tête au niveau historique, mais c'est après 68, il y a vraiment un mouvement très fort. Et le théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine est un théâtre, j'ai envie de dire, pour le peuple. C'est pas un théâtre qui se veut élitiste ou réservé à une certaine bourgeoisie. C'est un théâtre qui est au plus proche de ceux enfin, des gens qui viennent. C'est fait pour tout le monde, j'ai envie de dire. Ah, voilà, voilà Cécile qui nous rejoint. Ouais. Voilà, Alors, qui arrive. Et alors, Cécile, on ne te voit pas, mais est-ce que tu nous entends? Voilà, mais c'est parfait. Est-ce que tu nous entends bien maintenant? Ouais. Excusez-moi pour la déconnexion. Je pense que ce sont plutôt tes opérateurs ou autre chose, mais on est bien pas pour grand-chose. Ouais, voilà, on est content que tu sois de retour et on espère que cela va durer jusqu'à la fin du moment que l'on passe ensemble. Peut-être que Jean-Guillaume, tu enchaînes un peu puisque oui, c'est-à-dire que j'ai expliqué que ton école devait, enfin, me semble-t-il, ressemble à une école du 3e type. J'ai expliqué ce que Bernard Collot avait fait pour ceux qui ne connaissent pas, mais comme les gens nous viennent souvent depuis un mois. Du coup, comment ça se passe? Quelle est ta fonction? Qu'est-ce que tu fais dans l'école de la Mana et quel rôle tu y as? Et peut-être terminer sur la cartoucherie. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller à la cartoucherie? Voilà là où on en est. Hein. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, du coup, l'expérience à la Maison des Enfants, comme je disais, ça remettait en question en fait la place du professionnel, la place du parent. Tout le monde cherchait finalement c'est quoi cette place au sein de cette maison des enfants. Et là, j'ai eu l'envie en fait et l'élan de créer en fait une nouvelle école où cette recherche de cette place, cette justesse en fait de place se mettait enfin voilà. Et j'étais en quête de ça en fait à travers cette école et puis aussi offrir un espace vraiment de recherche pédagogique lié en discernant en fait les besoins des enfants. Donc on est parti effectivement de la recherche de Bernard Collot en démarche 3e type et aussi de Paul Le Boëc en méthode naturelle. Et donc j'ai embauché Albin Thévenot, qui en fait était à l'époque un tout jeune en fait, hein, il avait 19 ans quand je l'ai embauché. Et en fait c'était une vraie un vrai élan en fait de l'embaucher parce que justement il n'avait pas de représentation forte de l'éducation et en même temps il avait un savoir-être qui me semblait essentiel auprès des enfants et donc il s'est attelé à la tâche d'alchimiser en fait vraiment l'approche de Bernard et de Paul. Il a d'ailleurs été accompagné par Monique Cartier toute la première année et un peu la deuxième. Et puis Albin, en fait, il a fait son chemin et puis on a travaillé ensemble sur le terrain et pour aboutir en fait à des nouveaux repères en fait. Et notamment aujourd'hui, il s'inspire des intelligences multiples de Howard Gardner, qui s'intéresse en fait à différents types d'intelligence de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas qu'une seule intelligence, il en a plusieurs. On peut y citer par exemple l'intelligence kinesthésique, c'est-à-dire l'intelligence qui passe vraiment par le sens du toucher. On a aussi l'intelligence spatio-temporelle, donc c'est comment on va se déplacer dans l'espace. Voilà, et puis comme ça on peut en avoir, je crois qu'il y en a plus de 9 d'intelligence. Et l'idée c'est de trouver en fait quelle est la porte d'entrée. Vous m'entendez ? Oui, 8,5, j'allais dire. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Est-ce que toi, tu nous entends ? Oui, c'est bon. Et donc, c'est vraiment sa recherche, c'est de trouver la... Ouais. Jean-Guillaume ? Est-ce que tu peux revenir, avant d'aller plus loin sur les intelligences multiples, sur le Boëc, parce qu'il a un rôle... Hop, ça a coupé. Non, ça c'est moi, pardon. Mais je ne sais pas si on m'entend. Ah non, c'est même pas moi.
Oui, oui, on t'entend très bien, mais du coup, je n'ai plus la fenêtre qui me permet de tous vous répartir, mais Bon, de tous c'est pas nous grave. répartir, mais Tu ça, c'est pas m'entends, grave, Cécile? puisqu'on voit Cécile. Est-ce que Cécile, Oui, tu nous je entends? t'entends, Jean-Guy. Oui, Oui, je oui, t'entends. oui. Alors, Paul Le Ouais. Bohec, Oui, je vous entends. tu peux expliquer ce qu'il a fait parce que on l'a pas, moi je le connais, mais on n'a pas précisé davantage qui il était. Tout le monde le connaît pas. Tu peux dire en quoi lui aussi t'a inspiré et puis repartir après peut-être Oui. sur tout le reste. Voilà, les méthodes naturelles de Le Bohec. Hein. Tout à fait. Oui. Alors, tout à fait. Donc Paul Le Bohec, en fait, a été le compagnon de Freinet, c'est-à-dire il a été vraiment, il a beaucoup correspondu avec lui, et notamment Élise Freinet. Et donc Paul, en fait, il a fait une recherche dans sa classe autour de ce qu'on appelle, enfin pour moi, c'est de l'intelligence vraiment collective, c'est-à-dire qu'il mettait les enfants en groupe, en demi-groupe d'ailleurs de classe, et ils partaient en fait de leur expression, donc que ce soit en français ou en maths, ils partaient vraiment de leurs mots et à partir de leurs mots et de leur expression, ils les faisaient travailler et élaborer et créer ensemble en fait. Et donc du coup, les enfants se retrouvaient en fait à créer par exemple des histoires ou à apprendre les mathématiques, voilà, de manière originale. Et en fait, il y avait toujours un fil en fait qui se tissait au fur et à mesure des discussions entre les enfants et l'interaction en fait avec le professeur. Donc ça demande certaines habiletés du coup de la part du maître, parce que ça demande du coup de vraiment gérer le collectif. Ça demande aussi de bien répartir la parole entre les enfants. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette démarche, c'est vraiment l'aspect d'ouverture en fait et de laisser part en fait à la part créative des enfants et comme si on allait découvrir en fait quel savoir en fait allait émerger avec bien évidemment l'apport du maître au fur et à mesure en fait de l'expérience vécue avec les enfants. Donc Paul, en fait, j'ai eu la chance. Oui. Oui, oui, parce que tu parlais, il me semble que tu as parlé des intelligences multiples et tu nous parles de Paul Le Bohec. Donc, Freinet, Paul Le Bohec, ça date des années 30, si je me rappelle bien. Les intelligences multiples, c'est 83. Comment vous avez fait le lien? Et puis, est-ce que tu as des exemples précis de ce que tu viens de décrire? Alors, si tu veux, je peux te donner une séance, par exemple, d'écriture, ou plutôt de mathématiques, c'est-à-dire Paul donnait la consigne suivante. Il disait, à partir de points, de traits et de lettres, vous allez faire une création mathématique. Donc les enfants se mettaient à dessiner en fait avec très peu d'éléments en fait. Et l'intention de ça, c'était vraiment que les enfants partent vraiment dans leur jet, on va dire, inconscient. Et là, au bout de 30 secondes, il ramassait les feuilles, il en prenait 3-4, il les affichait au tableau, et là, il faisait discuter les enfants sur ce qu'ils voyaient. Et c'est comme ça que petit à petit, les enfants disaient, tiens, j'ai l'impression que ça ressemble, je sais pas, à une maison. Et du coup, le maître accompagne en fait les enfants à faire émerger en fait du contenu mathématique. Donc ça pourrait dire tu vois une maison et après on peut pousser en disant peut-être qu'on peut en créer une autre, alors on en met 2 et puis si on en met 3 ça fait quoi, et puis combien du coup de traits vous voyez. Et donc du coup cette interaction entre la parole des enfants et puis la stimulation aussi du maître fait que le savoir en fait va émerger en fait, et à partir de là on extrait en fait la notion qui a été élaborée et puis, du coup, le contenu, en fait, les enfants vont apprendre comme ça au fur et à mesure des rencontres collectives. Donc, on part des mathématiques. Voilà, ça c'est pour la partie méthode naturelle. Oui, oui, oui. Excuse-moi, il y a un léger décalage. Voilà. Alors, j'espère que ça rendait pas trop confus. Donc, pour conclure, le très bel exemple que tu viens de nous donner, on part un peu de l'art de dessiner des mathématiques, on fait appel à la parole, à la langue. Donc, c'est là qu'il y a aussi ce lien avec ces intelligences multiples auxquelles vous vous êtes intéressés. Alors,
Alors après, les intelligences multiples, ça c'est vraiment une recherche propre qu'a fait Albin, parce que lui, il s'intéressait en fait vraiment dans l'expérience à Mana sur les besoins des enfants. Et il s'est rendu compte qu'en fait, à travers la méthode naturelle notamment, que ça répondait pas totalement à tous les besoins des enfants. Et donc, il me l'a partagé. Il m'a dit, écoute Cécile, moi ce que je vois, c'est qu'ils ont d'autres besoins, les enfants. Peut-être des besoins plus de passer par des choses plus matérielles ou plus d'individualité aussi. Donc il discernait en fait d'autres besoins que proposait en fait la démarche de Paul. Et dans ses recherches, en fait, il est arrivé aux intelligences multiples. Et l'intérêt des intelligences multiples, c'est que c'est lui donner un cadre suffisamment ouvert pour créer en fait des nouveaux outils aussi, des nouvelles idées et partir aussi des envies des enfants. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que ah bah tiens là, les enfants ils sont plus sur on appelle ça l'intelligence naturaliste. Et donc bah à ce moment-là, ils sont partis sur les abysses, la recherche autour des abysses. Parce qu'il y avait une enfant à l'école qui aimait beaucoup, cette question des abysses l'intéressait beaucoup. Et donc du coup, il a proposé du contenu qui était relié à ce type d'intelligence. Donc ça lui a donné un cadre en fait suffisamment ouvert pour guider en fait ce qui se passait à l'école. Et il y avait les intelligences multiples et puis aussi on va dire la démarche en communication non violente avec Marshall Rosenberg qui nous a aidé nous beaucoup justement sur la relation, sur comment on apprend à communiquer avec les enfants, comment on accompagne aussi les enfants à avoir en fait cette communication d'abord avec eux-mêmes avant de vouloir résoudre avec les autres enfants et donc qu'ils apprennent à discerner en eux qu'est-ce que je ressens, quelle est ma pensée, quel est mon besoin et de pouvoir comme ça petit à petit mieux communiquer et être plus en lien avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc on a développé aussi qui existent déjà mais on les a mis en place, qu'on appelle des outils d'équilibrage. C'est-à-dire que systématiquement, par exemple, les enfants, quand ils viennent le matin, on leur propose un exercice d'équilibrage qu'ils choisissent. Ça peut être du cross-crawl. Donc le cross-crawl, c'est des mouvements contralatéraux qui permettent en fait de rééquilibrer le cerveau droit et le cerveau gauche. Ou alors, on peut aussi avoir le bretzel, c'est-à-dire qu'on met les mains et on les retourne. Et donc, pareil, ça a des effets en fait pour cultiver en fait l'équilibre intérieur. Et en cultivant l'équilibre intérieur, du coup, on est plus disposé naturellement aux apprentissages et à ce qui se passe autour de nous. Et nous, notre recherche, c'était ça, c'est comment on peut accompagner les enfants à ce qu'ils puissent avoir cette culture qu'ils ont déjà en eux, hein, parce que les enfants, si on est à l'écoute, ils facilement ils captent en fait cet état-là, quoi. Alors justement, ces enfants dans l'état dans lequel ils sont, vous cherchez à les mettre dans un état où ils soient disponibles, qu'est-ce qui va se passer dans une journée, tu vois? Alors, dans une école du troisième type, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de cours, il n'y a plus de leçons, il n'y a plus tout ça, quoi. Les âges sont mélangés. Est-ce que ça marche comme ça à la Mana? Comment ça se passe une journée Alors, type? en fait, ouais. Alors, ce qui est surtout important de resituer, c'est que Bernard, on appelle ça la démarche troisième type. La démarche troisième type signifie que on est sur une sorte de vision qui effectivement, alors dans ce que dit Bernard Collot, c'est la société sans école, hein, d'Ivan Illich. Et donc du coup effectivement dans la vision, si on pousse le principe de la démarche troisième type et qu'on va loin dans la recherche, il est probable d'arriver effectivement à ce que Bernard a mis en place, hein, par tâtonnement, c'est-à-dire effectivement de plus avoir de cahiers, d'être libre des programmes et des évaluations, parce que naturellement les enfants apprennent dans le milieu par toutes les interactions qu'il y a, quoi. Moi, de mon point de vue, ça passe par étapes.
dans la démarche de Bernard Collot, ce qui m'a vraiment, moi, appelé, c'était cette hétérogénéité des âges, parce que pour moi, ça offrait en fait la richesse que les petits apprennent, par imitation, vont apprendre des grands, et les grands vont en fait, en accompagnant les petits ou en étant en présence des petits, ils élaborent aussi leur langage. Et donc, il y avait cet aspect d'hétérogénéité des âges qui, moi, m'appelait, et puis aussi l'approche avec les parents. C'est-à-dire que Bernard, du coup, il a ouvert sa classe aux parents, et ça a créé un tout autre rapport entre le professionnel et les parents. Et donc, moi, cet aspect des choses, de comment on travaille avec les parents... Comment tu as fait, du coup? Tu avais, ils venaient tous les jours, ils pouvaient rester dans la classe, il y avait des réunions avec eux, comment ça se passait? Alors, donc je termine juste par rapport du coup au cadre qu'on propose. Du coup, nous, on a fait le choix avec Albin de partir quand même sur un comment dire, un cadre où on a des matières. C'est-à-dire qu'on part sur, par exemple, il y a un temps de sport le matin, après il y a un temps de français, etc. Et donc, au sein de ces temps-là, Albin après discerne quel type d'activité il va proposer aux différents enfants. Donc nous, on est quand même, on était sur, en tout cas à cette étape-là, de proposer aux enfants en fait voilà, de proposer en fait des temps de matière pour les enfants. Voilà. Et la démarche de Bernard, moi vraiment, on la met en place notamment sur le fait que les enfants ont accès à des ateliers dits permanents, c'est-à-dire que les enfants peuvent aller chercher de quoi écrire, ils peuvent aller chercher du matériel, parce qu'on a aussi des temps libres où les enfants peuvent aller chercher des choses. Et donc c'est cet accès aussi au matériel et au fait que les choses peuvent aussi se croiser, parce que c'est aussi toute la démarche de Bernard, c'est de créer des interactions avec les enfants, etc. Et pour la place du parent, alors à proprement parler, nous, on laisse pas les parents venir à la journée, mais par contre, on laisse un temps le matin pour que les parents, en fait, puissent avoir un temps spécifique avec leurs enfants au sein de la classe. Et ça permet à pas être dans une rupture, on va dire, classique à l'école où on dépose l'enfant et on repart. Là, c'est vraiment dire, on peut être avec son enfant, on peut prendre le temps de faire la transmission le matin et on s'assure en fait de ce qui s'est passé à la maison et donc on tisse ce lien avec eux. Et ça, pour moi, ça c'était vraiment important de créer cet espace de lien avec les parents. Et donc ça se place plutôt à ce niveau-là. Voilà, comment les parents se sont appropriés ça? Est-ce qu'ils jouent bien le jeu? Est-ce qu'ils sont bien rentrés dans ce fonctionnement-là? Surtout ceux qui venaient peut-être à notre école où juste ils déposaient et puis ils repartaient. Donc là, il faut justement, en fait. Voilà. Et effectivement, les retours qu'on a eus principalement, c'était que justement, ça répondait à certains des besoins qui ne pouvaient pas avoir dans d'autres types de structures. Et effectivement, ça assurait un lien de continuité. Et avec les années aussi, parce que nous, on a aussi évolué à travers l'expérience, on s'est rendu compte avec Albin qu'un bon nombre d'incompréhensions pouvaient être résolues parce qu'on avait ces temps-là et cette qualité du lien en fait avec les parents, et on pouvait désamorcer des situations voilà de classe ou ce genre de choses, quoi. Donc il n'y a pas de cours, pas de leçons, donc uniquement ces espaces libres à travers lesquels les enfants peuvent naviguer au gré de leurs envies, de leurs besoins. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous, on met des temps quand même de matière. C'est-à-dire qu'on a des temps de français, des temps de maths. Et lui, Albin, il cherche en fait à partir de quelle intelligence il va opérer auprès des enfants. Maintenant, le contenu, il va venir en fonction en fait de ce qu'il discerne en fait des besoins des enfants. C'est-à-dire qu'il va voir que tiens, en ce moment en géométrie par exemple, ils s'intéressent beaucoup ou ils ont attrait au carré, donc du coup il va proposer du matériel ou des activités qui seront attrait à partir de leur centre d'intérêt du moment en fait. Et donc c'est toute une recherche entre les centres d'intérêt des enfants, ce qu'il observe, et puis aussi les apports que lui peut apporter
et ça, Bernard Collot, lui ne s'empêchait pas non plus d'apporter du contenu en fonction des situations, quoi. Donc c'est pas non plus cette notion de, nous, notre recherche, on recherche pas la liberté pour la liberté. Nous, notre recherche, c'est comment on répond aux besoins des enfants. Et c'est ça qui nous guide. Et à partir de ce questionnement-là, eh ben, on remet tout en question. Parce que du coup, c'est plus l'autonomie qu'on cherche, c'est pas la liberté qu'on cherche. On cherche à être dans la justesse du moment avec les enfants et de trouver le cadre porteur qui va permettre à ce que les enfants puissent être équilibrés et apprendre naturellement. D'accord. Voilà. Et tu parlais de discernement, voir un peu. Est-ce que les enfants aussi expriment des besoins de manière verbale aussi? Et comment vous en tenez compte aussi, j'imagine? Oui, complètement. Par exemple, les enfants peuvent dire j'ai besoin d'aller me reposer. On s'organise dans l'espace et puis on leur offre un espace où ils peuvent aller se reposer, par exemple. Ou à un moment donné, c'est un enfant, il est dans un temps collectif et puis on discerne que là il est pas à l'aise ou que ça répond pas à son besoin. Et ben à ce moment-là, on dit il peut se séparer du groupe et puis aller prendre un livre ou aller faire autre chose. Donc en fait, on est vraiment sur cette qualité d'écoute de ce qui s'opère avec les enfants. Et il est possible de faire des temps de collectif. Et puis à un moment donné, l'enfant, comme il sait qu'on est dans cette communication-là, et ben du coup, on dialogue et puis on réorganise au besoin en fait. Voilà. Ok. Donc c'est la question que j'ai à te poser, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas celui des enfants, c'est celui d'être évalué. Donc oui, là, vous avez supprimé les évaluations. Hein, il y a plus de notes, Comment vous faites par rapport à ça? Alors pour nous, l'évaluation, elle se fait essentiellement par l'observation, c'est-à-dire que c'est comme un enfant qui apprend à marcher, il n'y a pas forcément besoin d'évaluer si l'enfant sait marcher ou pas. Et comme nous, on n'a pas énormément d'enfants, l'évaluation, elle est assez directe en fait. On peut rapidement savoir le niveau des enfants et aussi s'il y a une demande particulière et qu'il y a un besoin particulier parce que l'enfant va partir de l'école et qu'il doit intégrer une autre classe, à ce moment-là, on voit avec les parents dans quel domaine, où sont ses besoins et où il en est spécifiquement. Mais je dirais de manière quotidienne, c'est une évaluation qu'on voit de fait en fait, à travers leurs activités, etc. Du coup, j'imagine que le besoin des parents, ils sont rassurés, mais il y a un autre besoin qui est extérieur, c'est celui des autorités qui contrôlent les écoles. Donc, vous êtes une école hors contrat. Tout à fait. Et vous avez la visite régulière des inspecteurs qui viennent regarder comment ça se passe. Alors, j'imagine qu'ils sont rassurés par ce que vous pouvez faire sur certains aspects, mais vous ont-ils inquiété ou que vous ont-ils dit? Comment ça s'est passé? Ou comment ça se passe? Oui, comment ça alors se passe effectivement, effectivement, ça c'est un point qui est pas encore évident, évident, dans le sens où il y a un peu deux mondes ou des représentations qui sont pas du tout les mêmes en fait. Donc comme on parle pas le même langage, c'est tout un travail en fait de savoir comment on traduit ce qu'on fait en expliquant qu'on est bien en lien avec la légalité, on est bien en lien avec les textes, et en même temps on a une approche effectivement qui n'a rien à voir avec celle de l'école traditionnelle. Et pour les inspecteurs, c'est pas forcément évident de comprendre en fait c'est quoi cette logique, cette nouvelle logique, quoi. Donc du coup, on s'est retrouvé, parce qu'on a eu l'expérience, on s'est retrouvé du coup avec un compte rendu qui expliquait en fait qu'il fallait rentrer dans le cadre connu en fait. D'ailleurs, ça nous a un peu surpris parce que comme on est une école alternative, c'est pas pour reproduire en fait ce qui se passe à l'école traditionnelle. Donc c'est là où il y a tout un travail aussi de structuration et d'étayage de nos méthodes et de savoir comment nous on fait le lien effectivement avec les compétences et les apprentissages des enfants. Du coup, les inspecteurs, comment est-ce qu'ils vous reçoivent? Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
Oui, mais j'ai pas bien compris comment les inspecteurs, comment ça se passe, parce qu'ils vous laissent, ils vous autorisent à continuer, puisque ça dure depuis 4 ans, l'école. Donc leur rapport était favorable. Je sais pas si tu m'as Alors, entendu. nous, l'inspection qu'on a eue, elle a eu lieu. Si, je t'ai entendu. L'inspection, elle a eu lieu. C'était début février, notre première inspection, en fait. Donc, en 4 De ans, on cette a eu qu'une année-là. inspection. Ah oui, d'accord. Voilà, Donc exactement. Tout ils à vous ont fait. laissé bien tranquille. Et du coup, alors j'ai Voilà, une autre c'est question, parce ça, qu'on c'est ça. sait que l'école du troisième type, on tend vers quelque chose, on tend vers un endroit où les enfants sont le plus libres possible. Et là, vous dites que vous proposez encore des choses, des activités maths, français aux enfants. Qu'est-ce qui vous aurait permis de vous affranchir de cette proposition et d'aller vers quelque chose où c'est complètement libre, à l'instar de ce que faisait Bernard Collot? Qu'est-ce qui vous aurait permis de franchir ce pas-là? J'imagine que vous avez réfléchi à la question. Hein. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est que oui, j'entends bien hein, quand je lis effectivement, c'est pas très naturel du coup. Bah, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met derrière le mot naturel? Pour moi, la place comment dire, la place de l'adulte, elle est aussi importante que la place de l'enfant, et on n'a pas le même rôle. Donc, pour moi, le travail du professionnel, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe pour l'enfant. Et en fait, la réponse par rapport à ce qui se passe pour l'enfant, elle peut être multiple. C'est-à-dire que si dans ma représentation, il faut absolument que les enfants soient libres, ils fassent ce qu'ils veulent, euh, euh, et que ce soit le principe, je peux, du coup, moi, à travers cette pensée, je peux me couper parfois de ce qui peut être là nécessaire en termes d'intervention. Donc, nous, notre recherche, c'est de voir qu'est-ce qui est là, ici et maintenant, les besoins qu'on discerne auprès des enfants en lien avec les besoins aussi du professionnel, parce que il y a l'enfant, mais il y a le groupe, et puis il y a l'entité plus vaste. Donc du coup, on n'est pas que sur l'enfant, on est aussi l'enfant, l'interaction avec les professionnels et l'interaction aussi avec les parents. Et en intégrant tous ces besoins, eh ben du coup, on va chercher en fait quelle va être la réponse la plus porteuse pour que tout soit en équilibre en fait. Et nous, notre recherche, elle est plus sur qu'est-ce qui fait l'équilibre de tout ça. Donc c'est pas une intention de dire la vision, c'est pas de dire on veut absolument que tous les enfants soient libres, que ce soit qu'on veut arriver à un état en fait où du coup il y a plus il y a plus les repères, etc. Nous, ce qu'on cherche, c'est quel est le cadre porteur ici et maintenant. Et si à un moment donné, on se rend compte que ce qui est le plus porteur, c'est de laisser les enfants faire leurs activités, on le fera. Mais on va le faire qu'à partir du moment où on discerne qu'il y a cette maturité, voilà, dans le milieu en fait. Et ça, pour nous, on est garant de ça. Et je comprends bien, mais je sens aussi que vous avez été certainement inspiré par les lectures comme John Holt, Peter Gray, et on se doute bien qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain, tu vois, d'un système où on est habitué à agir et agir en pensant qu'il faut faire, etc. Est-ce que vous avez essayé de tendre vers ça ou ça ne vous a pas intéressé? C'est juste cette question-là. Comment? Je t'entends plus, Jean-Guillaume. Tu m'entends plus? Et là? D'accord. Est-ce que Là, je t'entends. Enfin, ouais, là, je t'entends. Vas-y. Vas-y, Jean-Guillaume, je pense. Est-ce que, tu vois, quand j'imagine que tu as lu Peter Gray, que tu as lu John Holt, et Bernard explique aussi ce passage, cette découverte vers la liberté. Est-ce que ce temps-là était trop court pour vous? C'est trop court en 4 ans d'arriver à se défaire de nos habitudes? Tu vois, parce que ça donne envie quand on voit Bernard qui explique, et quand on voit quand il raconte, et quand on lit Peter Gray. Est-ce que c'était un temps trop court pour aller jusque-là? Tu vois? Qu'est-ce que tu peux répondre à cette idée-là? C'était trop rapide pour vous, les 4 années, pour arriver à lâcher? Vous n'aviez pas envie? En fait, si tu veux, c'est que c'est pas une question en fait qu'on se pose.
C'est-à-dire que nous, la recherche, elle est vraiment sur, voilà, c'est pas la question qu'on se pose, parce que nous, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va faire équilibre entre tous, en fait. C'est ça qui nous guide. Donc, comme c'est ça qui nous guide, je sais pas le résultat. Si le résultat c'est ça, bah c'est super, tu vois. Enfin, je veux dire, pourquoi pas. Mais il n'y a pas cette intention de dire, faut absolument qu'on arrive à tel résultat. Non. C'est cool. En fait, le résultat va être. C'est très coupé là, oui. Démarche de terrain, en fait, qui nous guide, en fait. De projet de qu'est-ce qui se passe ici et maintenant et comment on répond par rapport aux enjeux qu'on discerne. Et c'est ça notre recherche, en fait. D'accord. Vous m'entendez ou pas? Parce que la connexion est tellement bizarre. Oui, la connexion est un peu hachée. Ça va, tu nous entends? Je crois que c'est bien si tu essaies de ne pas trop bouger. Ouais, j'ai l'impression que c'est voilà, il y a peut-être parfois des trucs qui se passent au niveau des fils. Oui. D'accord. Et Jean-Guillaume, c'est bon? Oui. Alors, du coup, il y avait une question aussi par rapport à l'organisation de l'école. C'est que on sait que créer une école privée, ça demande d'avoir un soutien des mairies. Là, c'est le cas pour vous? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Oui, alors oui, tout à fait. En fait, on a eu la chance en 2014 de rencontrer le maire de la mairie de Fontenay-sous-Bois et qui a été sensible en fait à la démarche du projet. Et en juin, alors ça a mis après plus d'1 an et demi pour obtenir un local. Et donc en juin 2015, on a signé une convention avec la mairie. Et puis quand on a ouvert en septembre 2016, on a démarré au sein du coup de ce local qui fait 35 mètres carrés, donc c'est quand même un petit local. Et donc on a, avec ces conditions-là, on a mis en place en fait, on s'est adapté en fait au contrat du lieu et on a créé ce qu'on appelle des malles-cabines. Et donc le principe, c'est que c'est des malles en fait qui se ferment et qu'on pousse contre le mur pour dégager l'espace pour d'autres associations qui utilisent cet espace en fait collectif. Voilà. Et donc tout le cheminement avec la mairie, c'était de signifier que l'objet n'était pas de créer une école alternative une école privée en fait dans son coin, mais l'idée c'était vraiment de créer ce lien en fait avec les collectivités et qu'elles s'impliquent en fait dans cette démarche de recherche voilà autour de l'éducation et que c'est des questions en fait qui touchent toutes les strates dont les collectivités en fait. D'accord. Et donc tu veux dire donc que ces malles-cabines, ça veut dire que quand vous les repliez et que donc l'espace est ouvert à d'autres associations, par exemple que l'école, ça peut être aussi dans le cadre de Mana, ces autres activités. Oui. Je crois que j'ai trouvé. Oui, on peut par exemple. Oui. Oui. J'aurais peut-être pas dû essayer de faire ça. Est-ce que tu nous entends là? Tu nous fais un signe si tu nous entends? Oui, je vous entends. D'accord. Et nous, on t'entend maintenant, c'est bon. Oui, je vous entends. Ok, tu peux y aller. Oui, par rapport à cet espace qui est utilisé par l'école, et aussi, tu disais, on replie, on pousse, et c'est pour d'autres activités. Donc, ce sont pour d'autres activités aussi avec les enfants. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Donc en fait, nous, ça nous arrive par exemple de faire des activités cirque, et donc dans ces cas-là, effectivement, on déplace les malles-cabines pour en fait offrir l'espace et que les enfants puissent bouger et faire ces activités cirque. Donc c'est vrai que ça nous offre aussi de la latitude en termes de la structuration de l'espace en fonction des besoins. Et puis, c'est ce que j'expliquais, on déplace aussi ces malles-cabines 2 fois par semaine pour offrir l'espace en fait que les associations, notamment de théâtre, puissent disposer de l'espace pour faire leurs activités, quoi. Donc c'est un vrai travail aussi et je trouve que c'était vraiment intéressant de se dire que le lieu, comme c'est un
de partage, on a du coup un rapport au lieu qui est différent parce que c'est un espace partagé, quoi. Donc c'est intéressant en termes d'appropriation des lieux, quoi, de se dire que c'est dans le partage avec d'autres structures. Oui, aussi. Et puis vous faites aussi des sorties vers d'autres lieux dans la ville aussi. Vous avez des ouvertures à disposition, des ouvertures à l'extérieur aussi, en forêt ou en parc. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va une fois tous les 15 jours au verger de l'îlot qui est au cœur de la ville. Donc là, en fait, on a un espace potager où du coup les enfants peuvent faire des plantations. Ils voient les évolutions du coup de leurs plantations. Et puis ce lieu aussi offre la possibilité d'aller voir les animaux, de toucher les lapins, de s'en occuper. Donc c'est vraiment un lieu ressource en fait, comme pour les enfants. Et puis aussi, on a la ludothèque qui est à 500 mètres en fait de notre espace. Donc là, on y va une fois par mois à peu près. Donc là, ça permet aussi de diversifier voilà les activités et puis les propositions. Et on va également à la médiathèque. Donc là, c'est encore où là, on va renouveler en fait les livres de l'école et on va parfois on peut aussi avoir une animation, c'est-à-dire qu'on a une personne ressource de la médiathèque et puis elle s'intéresse au centre d'intérêt des enfants et donc on va aller explorer les livres en fonction des centres d'intérêt des enfants, quoi. Et alors donc tout ça c'est arrêté en ce moment parce que on est en confinement, on est dans une situation particulière. Comment ça se passe là alors? Tout à fait. Au niveau de Manala, de Mana. Bon, je t'ai expliqué ce qu'étaient les Manala en Alsace. Comment ça se passe au niveau de Mana? Tout à fait. Au niveau de Mana, du coup, on s'est auto-organisé avec une réunion par semaine par Zoom. Donc, on partage en fait ensemble. Donc, les enfants présentent en fait ce qu'ils ont fait un peu comme travail. Et puis les parents aussi, ça leur offre l'espace d'exprimer en fait ce qu'ils vivent aussi parce que ça bouscule en fait tout le cadre familial, hein, tout. Et donc ces temps de partage, ces temps d'échange, ça permet aussi de donner des pistes de travail et puis aussi de comment on peut accompagner en fait ce nouveau cadre chez eux. Et donc on discerne avec les parents ah bah tiens, ça pourrait être chouette de créer un espace pour les enfants seuls avec quand même la présence d'Albin. Donc là on est en train de créer un espace où les enfants pendant une demi-heure ils peuvent communiquer ensemble avec où l'adulte en fait intervient le moins possible. Et donc à travers cette expérience on essaye de voir en fait comment on s'adapte en fait avec ces conditions tout en essayant d'être au plus près de la dynamique qu'on offre à Mana en fait, hein, sur cette qualité du lien et cette recherche auprès des besoins des enfants en fait. Et est-ce que ça crée du coup d'autres envies, d'autres idées chez les parents, chez toi? Oui, effectivement, et donc les parents découvrent en fait, alors pour certains non parce qu'ils le vivaient déjà, l'école à la maison, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait le choix de l'école à la maison, donc ils reviennent dans des choses qu'ils connaissaient déjà et donc du coup ils redéveloppent. Et pour d'autres, c'est une nouveauté. Et donc du coup il y a aussi la découverte d'un vrai plaisir en fait d'accompagner son enfant, de voir les progrès qu'il fait, et donc ça crée des nouveaux liens en fait et cette proximité là ça enrichit en fait. Et donc du coup ils créent des choses en fait parce qu'ils ont ce temps en fait ensemble qui n'avaient pas eu, enfin il n'avait pas eu l'occasion d'avoir un temps aussi important, quoi. Donc ça soulève des problématiques, forcément. Hein. Oui, vas-y, continue. Je pense que je t'écoute. Tu dis que ça soulève des problématiques. Oui, je disais que ça soulève les problématiques, c'est-à-dire que quand on peut pas sortir dehors ou aussi facilement, ou quand on n'a pas forcément les distractions comme
parfois qu'on peut avoir comme l'extérieur, bah du coup il y a certaines problématiques qui sont pas forcément évidentes en termes émotionnels, hein, où les enfants vont peut-être exprimer des choses et des états d'être parce que les conditions elles sont pas optimales en fait. Donc Alors, du coup bah les parents ils ont l'espace avec nous aussi d'en parler quoi. Alors, il y a un effet particulier pour toi du confinement, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant quand on a pris contact avec toi. C'est que ça t'a fait réfléchir à ta propre façon, à ton propre projet, et que les parents, tu nous as dit, ont envie d'arrêter l'école. Donc hier, on recevait Jean-Pierre Lepris qui nous parlait de la fin de l'éducation et d'un commencement d'autre chose. Qu'est-ce qui va se passer pour l'école, du coup? Pour l'école Mana, tu peux nous dire? Alors, en fait, oui, je peux. Alors en fait, c'est un peu, on va dire, plusieurs choses qui sont mis bout à bout. C'est-à-dire que déjà par rapport au local, donc l'enjeu du local, et je comprends, la mairie en fait nous a signifié qu'elle ne pouvait pas nous aider plus loin par rapport au local. Et donc en parallèle, il y avait un projet qui se créait avec un tiers-lieu pour en fait créer un lieu du coup innovant où il y aurait eu une école et des espaces de coworking avec des indépendants, etc. Et donc on était dans cette création de projet de ce nouveau lieu qui demande des moyens, du temps. Et là, en fait, avec le temps du confinement, bah, tout est ralenti. C'est-à-dire que même pour la mairie, les priorités, elles sont, et c'est évident par rapport à la situation sanitaire. Donc, pouvoir nous aider dans ce type de projet, c'est pas du tout leur priorité. Donc, ça décalait forcément en termes de délai cette acquisition de local. Donc déjà, par rapport au local, ça paraissait complexe. Et ensuite, en termes financiers aussi, parce qu'actuellement, on a 4 enfants. Donc, pour arriver à un équilibre budgétaire, il faudrait 16 enfants. Donc, l'écart est quand même important. Donc, déjà, en termes financiers, il y avait déjà un frein qui était là. Et ce qui a fait un peu l'effet, comment on peut dire, boule de savon, qui a fait prendre la décision, c'est quand j'ai entendu la semaine dernière, en fait, à travers les échanges justement des parents, où les parents en fait se posaient des questions en disant bah tiens finalement ça nous pose question, peut-être partir à faire le tour du monde, etc. Et je trouvais ça génial. Enfin, je veux dire que ce temps de confinement leur offre l'espace de réfléchir et de faire d'autres projets. Et là, du coup, c'est tombé un peu sous le sens de dire bah l'école elle est finie. Là il y a plus de, en fait le questionnement qui est mis en route et qui est juste hein, pour les parents, le fait que le local n'arrive pas à se mettre en place et que les finances ne sont pas là, je pense qu'il faut juste accepter que c'est la fin en fait, naturelle. Donc du tu coup, parlais de décision. Donc voilà. c'est décision de fermer l'école. Oui. D'arrêter à la exactement fin et du coup c'est voilà. Donc du coup le projet va définitivement s'arrêter. J'imagine qu'émotionnellement c'est pas forcément super pratique ou super agréable, mais en même temps c'est comme si tu avais déjà préparé la suite. Quelle est cette suite? Alors c'est très particulier parce que je peux pas dire que j'avais préparé la suite. Je ne savais pas du tout. Quand j'ai pris cette décision, elle est vraiment venue naturellement en fait. Hein. C'était, je vous disais, c'était un faisceau d'indices. Hein. C'était pas moi. La semaine dernière, j'étais encore en plein dans le projet, à œuvrer pour les finances, etc. Donc j'étais non, mais quand on même choisit encore bien nos dates, hein. Dans cette dynamique-là. Et du coup. C'est ça, exactement. Et du coup, bah, libéré de l'école, forcément, ça offrait un nouvel espace. Du coup, c'est une sorte de vide créateur, si je puis dire. Et en fait, j'ai eu des interactions avec des gens qui m'ont fait naître en fait un projet en fait. Mais c'est vraiment tout nouveau. Hein. Enfin, c'est les balbutiements de dire bah est-ce qu'on ferait pas, on créerait pas carrément un autre projet et ça serait une structure qui, pour moi, une structure apprenante
où en fait l'objectif en fait c'est vraiment le changement sociétal. Et pour moi, le changement sociétal, il passe par l'accompagnement de porteurs de projets où on s'assure en fait qu'ils sont dans cette démarche de transformation personnelle qui va assurer cette continuité en fait de changement sociétal. Et du coup, là, ce qui est en train d'émerger comme idée, c'est de créer une sorte de lieu qui permettrait en fait à ces créateurs de projets de venir, de créer leurs projets, et aussi avoir des espaces pour des ateliers par enfant. Et d'autres, mais du coup non plus sous forme d'école, mais plutôt sous forme d'atelier. Et effectivement, si jamais il y a des familles qui font le choix de faire l'école à la maison et qui ont envie quand même d'espace collectif, eh ben ce lieu pourrait être un lieu ressource où pour certaines activités, ils pourraient venir et se regrouper pour vivre des choses ensemble. Donc là, c'est comme si, c'est comment on s'adapte. Oui, c'est bizarre quand je te coupe. À chaque fois, il y a un super décalage. Oui, je suis désolé, c'est quand je te coupe au bon moment, en fait, toi, il y a un décalage, du coup, tu es reparti dans une autre phrase. Non, mais ce que tu expliques, c'est que ça serait un lieu de réel multi-âge. Tu envisages un endroit multi-compétences, là, du coup, effectivement, on est de 5 à 77 ans, quoi, ou même plus. C'est ça, c'est ça. Bah, exactement. Et donc, bien évidemment, c'est un balbutiement d'idées de projets, mais ce qui est quand même rapide, c'est que derrière, par exemple, j'ai une amie qui est aux États-Unis qui m'a dit, écoute, vraiment, je pars dans ton projet si je reviens en France parce que je perçois que c'est le changement sociétal, il passera par cette base-là, par le fait que ces projets puissent mûrir, avoir l'espace de pouvoir mûrir, et s'aimer. Et je dirais c'est un peu ce qui m'a manqué moi, c'est-à-dire que je l'ai fait en fait de manière très intuitive et par expérience. Si j'avais eu un incubateur, je sais qu'il en existe, hein, je veux pas dire que ça n'existe pas, il y a plein de solutions d'incubateurs qui existent. Là, je dirais que je le fais en adéquation avec, en continuité de la démarche que j'ai vécue à Mana, c'est-à-dire comment on fait une structure apprenante où on cherche la place de chacun et cette cohérence et cet équilibre en fait. Donc tout ce que je vous ai développé sur les besoins, sur la recherche de l'équilibre, etc. Eh ben c'est dans cette nouvelle structure, ce principe sera le principe fondateur en fait. Donc c'est vraiment une sorte de transformation en fait de ce projet et de faire continuer ce principe-là au sein de ce projet. Et donc ça s'articule avec ce que tu étais déjà, tu commençais à mettre en place en fait, ça lui donne une autre orientation ou une autre impulsion. Oui, une autre impulsion. Après, sincèrement, je ne sais pas du tout où ce lieu va se mettre en place parce que je suis pas, enfin, pour le moment, je suis plus dans l'incubation personnelle en fait et par les interactions avec les gens que ça intéresse. Mais je sais pas du tout où ce lieu pourrait naître. Donc là, je suis vraiment en phase plutôt préparatoire de savoir quelle est la vision, quelle est la mission de ce projet, quel est le rêve de ce projet, quelle est sa raison d'être. Et à partir de là, je dirais là prendre le projet peut-être dans un autre sens, c'est-à-dire vraiment construire son business plan, trouver les moyens financiers, trouver le lieu adéquat dès le départ, qui offre du coup tout de suite les conditions favorables en réel et du coup avec ce savoir-faire assurer en fait la qualité de service et cette recherche en fait. Tu es bloqué là? Oui. Ouais. Toi, je t'entends. Cécile, est-ce que tu nous entends? Il faut peut-être bouger un peu le micro. Est-ce que tu... Alors là, elle est complètement gelée là. Je crois que je vais lui demander si elle peut pas se déconnecter, se reconnecter. Hein, on va faire ça vite fait.
Donc, on attend que ça se reconnecte. Alors, si vous êtes encore là, si j'ai compris l'idée de ce qu'elle cherche, voilà, elle propose l'idée d'un tiers-lieu. Là, c'était notre avant-dernière émission. Oui. Voilà, et oui, et je ne sais peut-être. pas si elle va revenir, mais en tout cas. Elle va revenir, hein, elle va Voilà. revenir. Oui, j'étais en mute, Oui, donc pour lui téléphoner. Mais peut-être qu'on peut avant en qu'elle profiter. revienne, Oui, vas-y. on a fait en tout, donc c'est notre 30e soirée d'interviews, de rencontres. Vous pouvez toutes les retrouver sur le site de Facebook, la page, le forum de l'enfance libre. Et elles sont toutes disponibles en replay. On est en train de les basculer sur YouTube aussi. Et n'hésitez pas à aller les regarder parce que c'est une masse de connaissances très intéressante vu la variété des intervenants. Vous pourrez trouver à la fois des sujets, des intervenants très précis sur les questions des violences éducatives ordinaires. Et demain, Olivier Morel traitera de ce sujet-là, mais aussi sur l'apprentissage libre, la liberté d'apprendre à l'école, ou encore mieux sans école et à la maison. Et là, éventuellement, on aurait pu avoir une piste sur qu'est-ce que ça serait que d'apprendre dans un lieu collectif, un tiers-lieu. C'est le nom qu'on donne aujourd'hui. C'est tous ces aspects-là qu'on a abordés. Et je pense que j'en oublie certainement. Anne, hein, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, et puis donc ce qu'on disait, c'est que on a reçu quand même beaucoup, comme tu disais, beaucoup d'invités qui peuvent accompagner les parents qui nous regardent s'ils se posent la question de remettre leur enfant à l'école ou non. Donc au cours de toutes les rencontres qu'on a eues, vous trouverez sans doute des pistes, bon, ce ne sont pas des réponses, en tout cas des pistes pour vous accompagner, des auteurs, des penseurs, des pratiquants aussi qui peuvent vous accompagner dans votre réflexion dans ce chemin-là. Et puis peut-être qu'on va en profiter donc pour parler de ce qui est en train de se faire à la suite de ce forum. Là, en attendant que Cécile nous rejoigne, elle m'a dit qu'elle était en train d'essayer de se reconnecter. Donc du coup, j'ai raccroché le téléphone. Mais je vais faire passer deux adresses sur Facebook au bas de l'écran. Là, vous devez le voir. Donc, c'est plateforme de l'enfance libre Mulhouse. Et puis, bon, plein de numéros si vous voulez les prendre. Et puis, Clara Bellard, le film, puisque l'école de l'enfance libre, ben voici, va travailler. Donc, je vous redirai tout ça après. On va en profiter que Cécile soit de retour pour continuer un tout petit peu la discussion avec elle. Et je reprendrai ça après. Voilà. Voilà Cécile qui arrive. Hop. Tu nous vois? Voilà, elle va arriver. Stream. Cécile. Super. Te voilà. Est-ce que tu nous entends? Ça y est, je vous entends. Désolée, hein, ça doit être ma... On t'entend et on te voit. Le dimanche soir, il y a eu souvent des problèmes de connexion. Du oui, coup, ce tiers-lieu, voilà. Comment est-ce que tu le vois s'organiser? Parce que pour l'instant, ça serait autre chose qu'une école, autre chose qu'un tiers-lieu pour adultes. Ça serait quelque chose de beaucoup plus ouvert. Comment on apprendrait dans un lieu apprenant? Qu'est-ce que ça veut dire un lieu apprenant? Tu vois, en quoi ça consiste? Est-ce qu'il y a des ateliers organisés? Est-ce que c'est une sorte de... Alors, oui, vas-y. Alors, c'est-à-dire que comme le principe de Mana, hein, comme on le fait dans la recherche au quotidien, en essayant d'être à l'écoute des besoins de chacun, etc., je dirais que le principe est un peu pareil, c'est-à-dire que là, je cherche un peu les forces vives qui ont envie de vivre ce projet-là et de voir en fait comment on va discerner les besoins ensemble, comment chacun aussi perçoit ce changement sociétal. Moi, c'est vrai que j'ai une idée assez claire que c'est
en s'assurant que les entrepreneurs en fait du changement sociétal sont vraiment au cœur entre guillemets dans leur ADN pour pouvoir porter ce type de projet et aussi du coup offrir vraiment l'espace pour qu'ils puissent développer leur créativité quoi. Et là à partir de là c'est voir dans ces rencontres dans cette richesse de rencontres quel type de créativité qui peut s'ouvrir en fait et moi c'est toute cette en fait c'est le chemin qui m'intéresse ça a toujours été le chemin, c'est-à-dire que j'ai une vision assez claire de comment j'ai envie que ça se passe, j'ai une vision assez claire de l'impact sociétal que je souhaite qui soit mis en place, mais avant toute chose, c'est vraiment la manière dont ça va s'opérer avec les gens dont ça appelle au cœur en fait. Et c'est vraiment cette démarche de remise en question, de recherche à toutes les étapes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi la pédagogie MANA n'est plus la démarche troisième type du départ ou de Paul Le Gouec, c'est parce qu'il y a eu un tel travail de terrain avec Albin et une telle rencontre qui a remis beaucoup de choses en question et ça c'est fondateur. Et moi ce travail de terrain avec les professionnels ça donne la place et l'espace pour chacun, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de rencontrer l'autre, et c'est ce que je parlais tout à l'heure sur la relation, c'est de vraiment rencontrer l'autre, de voir quel est son génie créatif et de voir à partir de là qu'est-ce qui émerge. Et moi c'est cette mise en œuvre moi qui m'intéresse, parce que finalement ce lieu il sera à l'image de ceux qui vont l'accompagner quoi, et qui vont avoir cet ADN aussi à porter quoi, sur le changement sociétal quoi. Est-ce que tu as déjà une idée du type de personnes, du type de, si je peux dire, de métier, du type d'organisation qu'il y aurait dans cette structure apprenante? Et ensuite, je crois que Jean-Guillaume a une question aussi sur ce mot-là. Tout à fait, tout à fait. Alors moi déjà c'est vrai que j'ai à cœur que les gens qui participent aient une certaine expérience de terrain, c'est-à-dire qu'ils se sont déjà frottés en fait à certaines problématiques. Je parle pour ceux qui veulent être au cœur du projet. Du coup là c'est vrai que dans ma proximité j'ai des gens qui ont cette expérience là de terrain, donc et il y a une sorte de lien de confiance qui est déjà là parce qu'on a déjà vécu des choses ensemble qui permettent de valider que le lien de confiance est déjà mis en place en fait. Donc ça va être, on va dire, c'est les gens qui sont au cœur du point de départ, et ensuite c'est d'offrir du coup l'espace pour les gens qui ont envie de vivre l'aventure quoi. Et donc c'est vraiment une émergence. Donc là je vous parle de quelque chose qui ça fait 4 jours que ça commence à émerger. Donc là je vous élabore des choses en vous disant à quoi pour moi cette structure doit répondre en termes de principe. Après la forme finale, elle est en cours en fait, parce qu'elle s'élabore au fur et à mesure du cheminement quoi. Oui. Oui, on a des commentaires, des remarques qui disent qu'on n'est pas obligé d'apprendre dans une structure apprenante. Mais enfin, peut-être, je ne sais pas si actuellement tu peux vraiment répondre à ça, puisque ton projet étant, disons, quand je dis structure, alors je vais expliquer structure. Voilà. Alors, quand je parle de structure apprenante, c'est la structure propre. C'est-à-dire que par exemple, si je prends Mana, c'était une structure apprenante. C'est-à-dire que Mana apprenait au fur et à mesure des expériences et elle étaye sa démarche au fur et à mesure qu'elle grandit. Donc, et pour moi, c'est un principe de base. C'est-à-dire que le lieu, s'il y a un lieu qui émerge, c'est-à-dire que c'est un lieu qui apprend. C'est-à-dire qui apprend à travers l'expérience et qui va étayer sa démarche au fur et à mesure de l'expérience. Et ça, c'est un principe qui me semble essentiel. Et c'est ce qui va garantir la qualité de mise en œuvre, parce que c'est une structure qui apprend et qui sera éternellement en train d'apprendre. Et c'est ce qui va permettre de sentir aux gens leur place
leur place en tant qu'humains, parce que comme on est une structure apprenante, il y aura des repères, mais il y aura un cadre, mais le cadre il va évoluer en fonction des circonstances, en fonction des expériences, et il est essentiel que ça réponde à ces principes-là. Et c'est là où je dis que c'est la continuité finalement de ce qui est élaboré au sein de Mana, mais qui va prendre une autre forme. Et ça répondra à ces principes-là. Donc, c'est pas la structure apprenante où on va apprendre. Non, c'est nous-mêmes, on va se mettre dans un chemin d'apprentissage. Et c'est ce chemin d'apprentissage personnel qui va garantir la qualité de mise en œuvre. Je sais pas si c'est plus clair, oui. Mais. Ok. Oui. Et Jean-Guillaume, tu as. Je vois le commentaire de Nathalie, c'est exactement ça. Co-expérience, co-créativité et co-apprentissage. C'est ça, exactement. Voilà. Ah, Jean-Guillaume, tu n'es pas sur mute. On ne t'entend pas. On te voit parler. Peux-tu m'écrire ta question et je vais la parler. Alors, il y a deux, voilà. C'était en guise de petite question totalement anodine, quelqu'un qui demande si ce serait à Fontenay. Et puis est-ce que Albin va te suivre dans cette aventure? Alors, ce qui est sûr, c'est que mon lien avec Albin, il est vraiment mis en place avec toutes ces 4 années d'expérience. Ça a été une vraie transformation humaine pour tous les deux. Et d'ailleurs, je lui disais, j'ai fait, mais quelle chance d'avoir construit cette qualité de lien entre nous. Donc, je sais pas après comment il pourra se sentir appelé dans cette aventure. Ce qui est sûr, c'est que le lien continue avec lui, que ce soit dans cette structure ou dans d'autres contextes, quoi. Et ensuite, alors, on verra après les types de rencontres qui vont se mettre en place, mais je pressens que ça va appeler certaines personnes qui se sentent elles-mêmes dans cette démarche de co-construction et de conscience que le changement sociétal passera d'abord par une transformation personnelle indéniable. Et si on veut vraiment ce changement durable, ça passera par vraiment cette transformation de chacun. Eh bien, ça donne beaucoup de matière à éventuellement une autre rencontre. Merci beaucoup pour cet enthousiasme et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir donné plus de précisions sur Mana, sur ton nouveau projet. Je voudrais préciser, je pense que beaucoup de personnes nous suivent depuis un moment et le savent déjà, mais Cécile a donc l'occasion ou la possibilité de revoir les commentaires et d'y répondre. Aussi, donc on t'enverra un lien, donc ça te permet de regarder ce qui a été dit parce qu'on ne peut pas toujours tout passer ou s'interrompre. Je comprends bien. Ça, tu peux répondre aux personnes qui ont écrit et qui ont posé des questions. Voilà. Tout à fait. Tout à l'heure, pendant que tu n'étais pas là, donc Jean-Guillaume rappelait que demain c'est notre dernière rencontre et donc Ophélie et lui recevront Olivier Morel. Et puis donc j'avais commencé juste à parler du projet qui est en train de se mettre en place avec Clara Bellard en préparation de la journée des violences éducatives ordinaires qui est une journée française le 30 avril tous les ans. Et nous collectons sur les 2 sites qui vont apparaître là en bas de votre écran. Ce sont des sites Facebook, donc la plateforme de l'enfance libre Mulhouse et puis Clara Bellard, le film. Donc vous pouvez chercher ces liens et cliquer dessus pour poser des questions. Et ces questions vont être reprises dans une série d'interviews menées par Clara Bellard, donc la réalisatrice du film Être et devenir, que nous avons reçu il y a 2 semaines. Et ceci donnera lieu à cette série d'interviews qui seront diffusées par nous tous les soirs de la semaine menant au 30 avril. Donc ça commence très très bientôt. N'hésitez pas à y aller et puis à poser vos questions. Et merci à tous, merci Jean-Guillaume, merci à Cécile. Donc Cécile, tu restes un peu avec nous, s'il te plaît. Et puis là, je vais arrêter. Tout à fait. Voilà, merci tout le monde. Et désolée pour tous les incidents techniques, j'espère que cela a été intéressant pour vous.